La tactique particulière des frères musulmans, c'est de s'insérer dans les sociétés de manière douce et de progresser pas à pas. Je pense que c'était tactique. En tout cas, moi, je ne fais personnellement aucune confiance à cet homme, ni à son parti. RAM est la solution. C'est-à-dire que RAM, justement, canalise en fait ces tendances, les civilise d'une certaine manière, les rentre dans le jeu politique. Ils font partie maintenant de l'équation politique et je trouve ça très bien. Merci de nous retrouver sur Studio Kalita pour le débat de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de Raham et de Mansour Abbas. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, un petit retour sur les faits et en images. Le 21 décembre 2021, le président du parti arabe Raham avait brisé un tabou chez ses électeurs en reconnaissant officiellement le caractère juif de l'État d'Israël. Israël est né en tant qu'État juif. La question n'est pas de savoir quelle est l'identité de l'État. Il est né en tant que tel et il le restera, avait déclaré Mansour Abbas lors d'une interview à la télévision israélienne. Mais ce changement est intervenu après qu'un autre tabou a été levé. En juin dernier, pour la première fois, un parti arabe acceptait de rejoindre la coalition gouvernementale. Du jamais vu en Israël. Cette décision est le résultat d'une stratégie politique claire. En effet, Mansour Abbas est convaincu que la clé de l'amélioration des conditions des Arabes israéliens et des Palestiniens en Israël se trouve dans leur intégration dans la vie politique du pays. Mais beaucoup dans la population arabe voient les choses d'un mauvais œil. Les Israéliens restent eux aussi partagés et divisés quant à la nouvelle stratégie de Mansour Abbas. Ce sentiment s'est particulièrement fait ressentir lors des émeutes dans la ville de Lod en mai dernier et plus récemment lors de manifestations organisées par des Bédouins du Negev contre des plantations d'arbres organisées par le KKL pour protéger les terres. Et pour débattre autour de ce sujet, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Shraga Blum, bonjour, journaliste, et Stéphane Amar, journaliste aussi. Bonjour. Nous allons essayer de débattre donc de ce sujet avec ce que nous avons vu un peu dans ce petit passage où nous avons rappelé les derniers faits, avec ces déclarations particulièrement de Mansour Abbas autour de la reconnaissance de l'État d'Israël comme État du peuple juif. Alors, on va commencer avec vous, Shraga, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un véritable changement ? Non, absolument pas. Et il ne faut pas oublier que Mansour Abbas fait partie des frères musulmans. La tactique des frères musulmans, il y a beaucoup de courants dans l'islam radical. La tactique particulière des frères musulmans, c'est de s'insérer dans les sociétés de manière douce et de progresser pas à pas. Et il faut être complètement Mansour pour oublier ce que Mansour Abbas a dit avant, ce que ses seconds, ce que ses lieutenants, ce que les membres de son mouvement disent. Et il n'y a pas photo, si on veut dire comme ça. Alors pourquoi avoir fait ces déclarations maintenant ? Je pense que c'était tactique. En tout cas, moi, je ne fais personnellement aucune confiance à cet homme, ni à son parti. D'ailleurs, les déclarations il y a profusion de déclarations qui vont dans le sens contraire. C'est comme lorsqu'Arafat disait « je reconnais l'État d'Israël, mais pas le droit d'Israël à exister ». Donc on peut reconnaître l'État juif, il a dit c'est un fait. Mais est-ce qu'il a dit « je reconnais le droit à un État juif de vivre ?» Non, il n'a pas dit ça. C'est toujours cette tactique très ténue de subtilité. Et moi je pense que, toutes les preuves sont là pour dire que on peut faire aucune confiance. Et il faut noter que c'est la première fois qu'un gouvernement israélien introduit dans une coalition on va revenir sur ça, mais islamique. Je vais demander à Stéphane, est-ce qu'il s'agit d'une tactique d'après vous, Stéphane ? J'aimerais bien savoir à quoi elle correspond, cette tactique. Peut-être tu peux nous l'expliquer, Shraga, mais je ne vois pas bien qu'est-ce qu'il a à gagner à faire une déclaration comme ça. Il faut savoir que c'est une déclaration qui a été extrêmement mal reçue, à la fois parmi les Arabes israéliens et parmi les Palestiniens. Il passe pour un traître, il passe pour un renégat, pour un collaborateur de l'État d'Israël, donc il a pris un risque politique conséquent. Moi, au contraire, je vois dans cette déclaration un tabou qui est brisé enfin par les Arabes israéliens qui se rendent à l'évidence. Déjà, se rendre à l'évidence, quelque part, c'est un pas énorme, c'est-à-dire dire ce qu'on voit, dire qu'effectivement, il y a un État juif qui est là, qui existe depuis maintenant près de 75 ans, et qu'il faut faire avec. C'est ce qu'a dit en somme Mansour Abbas, et je trouve ça à la fois extrêmement courageux et extrêmement fécond. Alors, vous avez dit justement qu'il s'est fait des ennemis en faisant ces déclarations. Donc, quel est son intérêt, quelque part ? Je pense qu'il est dans une démarche, si vous voulez, de coopération avec l'État d'Israël. Je pense qu'il a compris, et c'est
là-dessus qu'il a fait sa campagne. C'est pour ça d'ailleurs que Benyamin Netanyahou avait beaucoup d'affection à l'époque pour Mansour Abbas. Abbas appelait Netanyahou Abou Yahir. Enfin, il y avait une très grande proximité entre les deux, parce que il avait rompu quelque part avec ce langage jusqu'au boutiste des autres députés arabes israéliens qui voient Israël comme une tumeur, comme un fait colonial, qu'il faut éradiquer finalement in fine. Lui, il dit non, moi, effectivement, je me place plus... Alors oui, il y a une lecture effectivement, je dirais islamiste, qui rejette le sionisme, mais il y a aussi une lecture islamiste qui accepte le sionisme, qui est incarnée depuis très longtemps par d'abord Faisal, ensuite par toute une série de dignitaires religieux, et jusqu'à aujourd'hui. On voit bien qu'en Jordanie, même au sein d'Israël, il y a des leaders islamistes qui disent oui, Israël a sa place, le Coran prévoit effectivement une place pour les Juifs, et c'est dans cette ligne, si vous voulez, que s'inscrit Mansour Abbas. Alors, moi, je crois pas. Ça expliquerait, oui. Moi, je ne crois pas du tout. D'abord, les événements de cette année, l'année passée, ont bien montré que une bonne partie des Arabes israéliens n'ont toujours pas accepté la présence d'un État juif. On ne peut pas dire que la démarche de Mansour Abbas... Mansour Abbas a été parmi ceux qui ont apaisé la situation. Oui, mais le problème qu'on a, nous, des... c'est que chaque fois qu'un leader arabe dit une phrase qui pourrait paraître comme modérée, alors on le dit tout d'un coup, c'est un modéré, les autres sont des extrémistes, mais lui, il est quelqu'un de bien. Non, les déclarations de Mansour Abbas sur le sionisme, on a toute une série, montrent très bien de quel côté il est, et qu'il est dans une tactique. Moi, je ne pense pas qu'il soit dans une démarche, mais il est dans une tactique, ce qu'il a appelé, lui, le djihad civil. C'est-à-dire que, pour le moment, on ne peut pas combattre l'État d'Israël par les armes, alors on le combat de manière civile, en s'insérant dans la société civile, en coopérant, en recevant un tas d'avantages. Et on voit effectivement ce qui se passe aujourd'hui. C'est que c'est ce parti-là qui tient à la gorge le gouvernement, et chaque fois qu'il y a un vote ou quoi que ce soit, ils mettent leurs conditions, sinon on quitte la coalition et tout le monde s'aplatit. Mais peut-être qu'il y a vraiment une volonté de la part de Raham, de Mansour Abbas, de s'intégrer dans la part... Il y a une partie des Arabes israéliens qui effectivement veut s'intégrer, je généralise pas, mais Mansour Abbas est un frère musulman, il faut le rappeler. Les frères musulmans ont une tactique très claire qui est de s'insérer dans les sociétés et de faire croire qu'on est modéré et qu'on coopère, finalement, pour atteindre un but ultime. Il y a quelques jours, un cheikh qui s'appelle, je crois, Raed Badir, il a déclaré que le but, c'est que les Juifs, et il est proche de Raham, donc, le but, à terme, c'est que tous les Juifs de la mer au Jourdain quittent. On expulsera tous les Juifs. Je veux dire, ça s'appelle pas de la modération, vraiment. Enfin, je pense pas que... Là, si où il y a une erreur de lecture, à mon avis, de ta part, c'est que on s'aperçoit que au cours de l'histoire des relations entre le sionisme et les musulmans, les plus radicaux n'ont pas été justement les islamistes. Depuis très longtemps, il y a une coopération entre des islamistes et Israël, que ce soit à l'intérieur d'Israël ou à l'extérieur. Les plus radicaux, ça a été des mouvements arabes rattachés à l'extrême gauche, comme Bishara ou comme même Ahmed Tibi, qui sont des gens qui ne se revendiquent pas de l'islam politique, qui ne sont pas religieux. Je fais pas de distinction. Mais ils sont extrêmement violents contre l'État d'Israël, justement au nom de l'anticolonialisme, etc. Et je constate au contraire qu'à la fois dans le discours et à la fois au quotidien, dans les relations au quotidien, il y a des relations qui peuvent parfaitement harmonieuses entre des leaders islamistes et le sionisme. Parce qu'encore une fois, ça repose sur des bases théologiques extrêmement solides. Maintenant, ce qu'il faut voir dans cette affaire de gouvernement, on a l'impression qu'en fait, c'est Raham qui fait la pluie le beau temps au gouvernement. Moi, je constate que Raham fait partie d'une coalition qui vient de légaliser, ou qui s'apprête à légaliser, l'avant-poste d'Éviatar, en pleine Cisjordanie. On n'y est pas encore. Il y a beaucoup de choses qui ont été promises. C'est aussi un gouvernement qui va légaliser plusieurs implantations en Judée-Samarie, en apportant notamment l'électricité. Donc, il faut inverser des fois un petit peu le regard, se mettre du côté des Arabes et de l'électorat arabe. Comment est-ce qu'il perçoit ça? On s'aperçoit qu'il n'y a rien, si vous voulez, d'incompatible. Qu'on peut effectivement, d'un côté, avoir des islamistes dans son gouvernement et en même temps de mener une politique qui peut être tout à fait favorable aux intérêts d'Israël. On serait vraiment le seul pays, un des rares pays à prendre ce que tu appelles les islamistes dans une coalition, alors que les frères musulmans, dans beaucoup de pays, sont pourchassés, même dans les pays arabes. Et nous, comme on dirait dans le canton de Vaud, il y en a point comme nous. C'est-à-dire, nous, on est là pour les prendre au sein de la coalition, et pas seulement au sein de la coalition, et leur donner un rôle prépondérant. Peut-être, Shraga, on va demander à Stéphane, peut-être qu'il y a un véritable changement qui se passe, pas seulement au sein du parti de Raham, mais dans la population arabe. Et Stéphane, vous connaissez cette population, vous l'avez visitée, vous vous rendez régulièrement dans ces quartiers, dans ces villes. Vous voyez, vous, un changement ? Si vous voulez, je ne vois pas de changement, j'allais dire, idéologique.
Et je pense qu'il n'y aura pas de sitôt. Il y a, si vous voulez, une incapacité, et c'est assez naturel, des Arabes à accepter qu'un peuple vienne s'implanter sur une terre qu'ils estiment être la leur. Et il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, à l'échelle de l'histoire, il y a une centaine d'années, il y avait 5% de juifs entre la mer et le Jourdain. Aujourd'hui, il y en a plus de 70%. Donc il y a un sentiment, si vous voulez, pour reprendre une expression qu'on connaît bien en France, de grand remplacement de la part des Arabes qui voient autour d'eux de plus en plus d'Israéliens, de plus en plus de Juifs, et qui ont un sentiment de dépossession. Ce sentiment de dépossession, c'est pas demain, si vous voulez, qui va quitter les Arabes israéliens et qu'ils accueilleront à bras ouverts l'entreprise sioniste. Cela dit, et ça rejoint exactement la démarche d'Abbas, je constate un véritable pragmatisme. C'est-à-dire que les Arabes, de plus en plus, ont compris que l'État d'Israël ne disparaîtra pas du jour au lendemain, et donc ils étudient de plus en plus, ils vont dans les universités, ils participent, on le voit, à la vie politique, à la vie parlementaire. Avant, pour un parti arabe, ça aurait été un sacrilège de participer à un gouvernement israélien, mais ils se rendent quelque part à l'évidence et ils se disent exactement dans la direction de la fameuse déclaration d'Abbas sur l'État juif, que l'État juif est là, qu'il faut faire avec, et ça je le ressens profondément dans toute la population. Alors peut-être c'est vraiment du pragmatisme ? Non, je pense pas. Moi j'ai eu la chance, l'occasion de faire une journée dans le Negev, où on constate une chose très importante, que le mouvement, la branche sud du mouvement arabe israélien, qui est représenté par Ram, finalement, est mélangé avec la branche nord. Ce qui se passe dans le monde bédouin aujourd'hui, c'est que les enseignants viennent de la branche nord, du fameux Sheikh Raed Salah. Peut-être la différence, donc, ça veut dire, entre la branche sud et la branche nord. Oui, mais ça veut dire qu'on assiste... moi, je ne suis pas aussi optimiste que toi, Stéphane. On assiste à une islamisation, une palestinisation à cause de la polygamie qui amène beaucoup de femmes de Gaza et de Judée-Samarie. Et je pense qu'aujourd'hui, Mansour Abbas, c'est quelqu'un de très intelligent, de très rusé. Et moi, je ne fais aucune confiance à ce monsieur et à son parti. Je pense que tout est tactique et il y a un but ultime qui est recherché. Alors, bien évidemment, si on peut recevoir des avantages en argent et en loi, évidemment, on va le faire. Mais à terme, je ne fais aucune confiance à ce... Moi, contrairement à toi, je ne distingue pas entre la branche sud, la branche moi non nord, plus, les justement. Palestiniens, c'est ce que les je dis. Bédouins. C'est ce que je dis. C'est un même peuple. Oui. C'est le peuple palestinien qui se revendique peuple, comme on peut aussi tel. discuter sur le mot peuple. En tout cas, eux, ils se revendiquent comme peuple, donc c'est quand même l'essentiel. Et ce peuple palestinien, encore une fois, n'acceptera pas de sitôt ce grand remplacement par le alors qu'est-ce qu'on doit nous faire Alors moi, c'est à nous de les mettre dans le gouvernement. Il y a un seul problème, et ça c'est vraiment, ça se voit très clairement dans le Negev, parce qu'on parle toujours de l'extension des villages bédouins. Bon, je veux bien, mais enfin, quiconque est allé dans le Negev voit très bien qu'il y a des espaces immenses de dizaines et de centaines de kilomètres carrés qui sont complètement vides de présence humaine. Il n'y a pas un problème de place dans le Negev. On a juste un problème, je dirais, de peur, c'est-à-dire d'être d'une certaine manière submergé par les Bédouins. Il faut rappeler que les Bédouins sont 300 000 en tout en Israël. Ils étaient 11 000 en 48. Donc un peu moins de 5% de la population, même autour des 3%. Donc c'est pas non plus demain que les Bédouins vont submerger les Juifs. Et la seule, je dirais, la seule justification peut-être à cette peur israélienne, c'est la démographie. Et la seule chose qui peut dynamiser la démographie israélienne, c'est à la fois les naissances, et ça, je pense que la révolution de la natalité, elle est déjà en cours en Israël, avec un taux de naissance extrêmement fort, mais c'est surtout l'immigration. Et le seul enjeu, je pense, d'Israël, qui va y être défendu, c'est effectivement d'avoir une politique d'immigration qui puisse attirer des juifs de diaspora. Je rappelle qu'il y a quasiment autant de juifs en diaspora maintenant qu'en Israël. Mais il n'y a certainement pas, je pense, de paranoïa à avoir autour de cette histoire du Negev, où les Bédouins ne menacent absolument pas l'État juif, ni dans le Negev, ni ailleurs. C'est comme quand tu disais en France, il y a 2-3 burkas qu'on voit dans les rues, c'est pas ça qui va, mais il y a une démarche, il y a un mouvement. Et tu seras d'accord de dire que, si je l'ai constaté là-bas, que la superficie occupée par les Bédouins est beaucoup plus grande en proportion que la superficie occupée par les Juifs. Donc il y a une volonté aussi, il y a une volonté, c'est pas un hasard. Est-ce que c'est vraiment un danger ? À terme, oui, parce que non seulement c'est une question territoriale, mais aussi c'est une question de mentalité. Comme je l'ai dit, la population bédouine subit un mouvement d'islamisation et de palestinisation qu'il n'y avait pas autrefois. Mais il y a peut-être 2% ou 3% des Bédouins qui font l'armée. On dit toujours les Bédouins font l'armée. Non, c'est fini tout ça. Et sans parler de la criminalité, du racket, etc. Il y a un vrai problème. Et Mansour Abbas et Ram sont très implantés là-bas, y compris la branche nord, qu'on considère comme, à juste titre, comme extrême, mais les deux branches, comme tu dis... Mais je ne suis pas en désaccord avec toi sur le constat. Simplement, pour moi, et pour reprendre une terminologie des frères musulmans, Ram est la solution. C'est-à-dire que Ram, justement, canalise en fait ces tendances, les civilise d'une certaine manière, les rentre dans le jeu politique. Ils font partie maintenant de l'équation politique, et je trouve ça très bien. Je trouve qu'il est mieux, si vous voulez, d'affronter ça, de discuter, même quand parfois les négociations peuvent être dures, qu'en tout cas, ils participent au jeu démocratique, plutôt que de les situer
systématiquement en dehors du jeu démocratique. Il faut quand même rappeler que les Arabes israéliens en général, on ne parle pas avec des Bédouins, les Arabes israéliens représentent quand même 1/5 de la population israélienne, c'est pas rien. Je pense que la démocratie israélienne est assez mûre maintenant pour intégrer ce fait. Il y a une loi qui a été votée il y a 4 ans, la loi État-nation, qui fixe extrêmement clairement les limites de la lutte nationale des minorités en Israël, c'est-à-dire qu'elle définit Israël comme un État juif. Donc je pense qu'il faut avoir beaucoup de maturité politique à ce niveau-là et accepter qu'effectivement il y a une minorité arabe qui se palestinise, c'est vrai, qui s'islamise, c'est vrai, ne le nie. Mais c'est un fait. Et encore une fois, mais tu parles de loi, il y a aussi une loi qui interdit qu'un député soutienne le terrorisme. Or, je rappelle que même le parti Yamina, avant les élections, voulait exclure Ram du jeu politique. Donc, les partis la plus radicale contre Israël, c'était Hanin Zohabi, qui a été toléré des années. Oui, c'est malheureux. Il n'y a rien de nouveau, et je dirais même qu'il y a une certaine modération par rapport à Zohabi. En tout cas, Abbas est un viril modéré. Alors, pour revenir un peu justement à ce changement dans la partie arabe, dans la population arabe et arabe, jusqu'à où ce changement peut s'effectuer d'après vous, Stéphane ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites ? Oui, il y a la limite, c'est la limite de la loi, c'est la limite de la subversion. Il y a effectivement des vrais problèmes, par exemple, d'insécurité, mais qui d'ailleurs, si vous voulez, dont souffre toute la population en général, pas seulement la population juive. Il y a un problème de criminalité, et encore une fois, pas que dans le secteur bédouin, dans le secteur arabe en général. On a vu encore une femme tuée très récemment, des enfants qui écopent de balles perdues dans la rue. C'est une situation absolument dramatique, qui encore une fois est héritée des gouvernements précédents, qui n'est pas née de ce gouvernement Bennett. Et on a trop tardé à s'occuper de ce que j'appelle ces territoires perdus de l'État d'Israël. Et ça, effectivement, c'est une urgence. Mais il faut savoir que, et notamment dans l'entourage d'Abbas, les Arabes israéliens réclament à corps et à cri une remise, si vous voulez, en état de ces territoires, un réinvestissement de ces territoires par la police israélienne. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'Arabes qui rentrent dans la police israélienne justement pour mettre fin à ces zones de non-droit. Mais ça, c'est un problème qui concerne toute la société israélienne, qui n'est pas un problème ethnique. C'est un problème, si vous voulez, de respect de l'État de droit à l'intérieur de l'État d'Israël, qui a été trop longtemps négligé par les gouvernements précédents. Ouais, moi, je te trouve un peu trop optimiste, parce qu'il y a des mouvements de fond qui se font dans la société israélienne qui ne vont pas dans le bon sens. Alors justement, Shraga, quelle est la solution ? Parce que si, comme Stéphane parle de pragmatisme, d'essayer d'intégrer les populations arabes dans la société israélienne, avec Ram par exemple, etc., si on n'accepte pas ça, quelle est la solution ? Quelle solution pour cette population arabe qui... C'est difficile de dire qu'il y a une solution. Déjà, ça serait à mon avis, pour les partis politiques sionistes, d'intégrer des Arabes dans leur liste, mais pas des Arabes qui soutiennent les terroristes. Il y avait des candidats, par exemple, à Beit Yehudi, même au Likoud, des candidats qui se réclament même sionistes. Et je pense que... Et il y a même des partis qui se sont créés avant les élections, qui disaient, nous, on veut pas avoir affaire avec la question palestinienne, nous, on veut défendre les droits des Arabes en Israël. Et malheureusement, ils passent pas la barre. C'est vrai qu'il y a aussi un problème dans la population arabe qui élise ces représentants, qui, en fait... les desservent parce qu'ils donnent une image très négative, alors qu'une majorité de la population arabe, je pense, veut vivre tranquillement, gagner son pain, et voilà. Mais c'est à mon avis, ça prend une mauvaise tournure. C'est l'impression que j'ai avec ce qu'on a vu l'année dernière dans les villes mixtes déjà, et à Jérusalem, parce qu'on a toujours cru que c'était des problèmes qui étaient liés à la Judée-Samarie, et en fait, on se rend compte que le Negev aussi, que Lod, que Akko, que Jérusalem, voilà, ça fait tache d'huile. D'après vous, Stéphane, le pragmatisme l'emportera sur les autres solutions ? Oui, mais ça ne nous dispensera pas effectivement de répondre à ces questions, qui sont des questions extrêmement importantes et centrales. Quelle est la légitimité du sionisme par rapport aux Arabes, par rapport à l'islam ? Quelle est la légitimité du projet sioniste ? C'est des questions en fait qui ne sont jamais abordées dans le débat public en Israël. Et finalement, on en paye le prix. C'est une espèce de bombe à retardement comme ça qui explose régulièrement. Et je pense que c'est dû au fait que la plupart des leaders, jusqu'à très récemment, ne sont pas du tout au fait de ces questions, ne connaissent pas du tout leur héritage historique, leur héritage biblique, spirituels, et donc sont incapables d'une certaine manière de parler de ça avec les Arabes. Ils ont une gestion essentiellement matérialiste et sécuritaire. Économique aussi. Économique, absolument. La société en Israël. Et donc ça, je pense que c'est plus un appel, une leçon en tout cas, à justement discuter. J'ai saisi assez récemment sur YouTube une séquence entre Abbas et un député du Chasse, qui était extrêmement à la fois amusante, mais aussi réjouissante, très intéressante, où le député du Chasse donnait des versets de la Torah, et où Abbas lui répondait.
Et on voit bien qu'Abbas a un intérêt pour ça en tant que religieux. Et donc je pense que c'est à ce niveau-là que le dialogue doit s'établir, encore une fois sans passion, sans paranoïa, où on doit complètement pouvoir aborder ces questions-là, religieuses, identitaires, de façon ouverte, et ça apaisera évidemment la situation sur le terrain. Situation, et je termine par ça, qui n'est pas du tout si mauvaise qu'on le dit. Il y a effectivement de temps en temps des poussées de fèves, mais globalement, la réalité d'Israël, c'est des millions d'Israéliens, juifs et arabes, qui travaillent tous les jours ensemble, qui prospèrent ensemble, qui se soignent mutuellement dans les hôpitaux. Ce qu'on a vu au mois de mai, il faut se garder. l'année dernière. Ce mois de mai, ça a été une Ah oui, mais c'était quand même qui a quelque été chose de extrêmement symptomatique. ponctuel, qui a duré 5 jours, et la situation est revenue. Et la plupart des comme experts militaires et du Shin Bet, etc., disent que c'est un avant-programme de ce qui va nous sauter à la figure dans les prochains temps. Depuis Ami Ayalon, je me méfie beaucoup. Mais alors, non, est-ce que Ayalon, pour Shraga, pour terminer, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait une impossibilité de dialogue quand même? Avec ce leadership, non. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a dans la société civile arabe-israélienne des gens de très grande qualité qui voudraient un peu percer aussi et puis peut-être être au premier plan. Mais dans le jeu politique actuel, non. Parce que déjà, il y a la concurrence entre RAM et la liste arabe pour savoir qui sera le plus représentatif. Et il y a la surenchère. Et donc, moi, personnellement, je fais aucune confiance à cette direction arabe-israélienne actuelle. Mais je crois que c'était clair, vous avez exposé chacun vos points de vue, c'était très intéressant. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine.